Salam alaikum Azul, bonsoir. Le moins que nous puissions constater, en restant très mesurés, est que la situation en Algérie est particulièrement inquiétante. Tous les clignotants sont au rouge et la confusion règne jusque dans les cercles les plus névralgiques du pouvoir. Les initiés les plus avertis et souvent les mieux informés sont totalement désorientés. Des informations contradictoires circulent ici et là. Le retour du président Tebboune après quasiment 3 mois d'absence pour soins intensifs en Allemagne, retour qui aurait dû rassurer un tant soit peu les propres relais du système, n'en finissent plus de décontenancer les alliés naturels du même régime, qui ne savent plus quelle attitude adopter, ni quoi faire, ni à quel marabout galonné se vouer, puisque le très insolite retour des généraux Toufiq et Nazar, que tout le monde pensait définitivement évincé, a rajouté du brouillard au brouillard. La crise économique a pris le mors aux dents et l'annonce d'un retour du Hirak, combinée à la formidable contre-révolution du régime menée tambour battant, ont particulièrement épaissi le climat social. L'intox fait rage. L'agitation des épouvantails des peurs et de la menace étrangère s'intensifie tous les jours. Un tel climat est très significatif de la vacance et de l'impéritie d'un système qui fait eau de toutes parts et qui va droit au mur en appuyant sur l'accélérateur. Les Algériens découvrent tous les jours qu'ils sont réellement seuls, qu'ils ne pourront compter que sur eux-mêmes, sur leur union, sur leur solidarité, sur leur volonté à se prendre en charge. Ils ont réellement rendez-vous avec leur propre destin et ils sont à la croisée des chemins. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي والسيستم ما فهموش كود سيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش Rétro-info de la semaine, c'est le sujet du jour. Pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, cadre du MDA de 82-88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Merci. Bonsoir à vous. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à Seb Ben Issa. Merci. Mohamed Ben Issa, en effet, militant politique, qui est avec nous. Mohamed, merci d'être avec nous. Merci Jamal, marhaba bik, c'est Brahim. Alors, Karim Tabou, depuis Alger, Karim Tabou, militant politique UDS. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci d'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux invités. Bonsoir et merci.
Badreddin Gerfa, cadre du FIS depuis Dréan. Badreddin Gerfa, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est Jamal Din. Salam alaikum wa tous les téléspectateurs. Wa alaikum salam, merci. Alors, Brahim Younsi, c'est, comme on dit, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. C'est vraiment l'opacité. On nous dit même que, y compris les initiés qui sont dans la proximité du sérail, n'y comprennent plus rien. Personne ne sait ce qui se passe en fait. Alors? Oui, oui, c'est habituel d'une certaine Mais manière. pourquoi d'habitude, les appareils, les régimes, les clans, ils circulent. Il y a un tant soit peu d'informations qui circulent, sinon de l'intox. Mais on savait un peu où ils allaient, ce qu'ils faisaient. Mais là, c'est rien. Même eux ne savent pas où ils vont. Ben oui, la situation est peut-être un peu plus complexe à lire. Oui. Il y a un peu plus d'opacité, c'est clair. Il est vrai que les dirigeants eux-mêmes, ceux qui sont censés diriger ce pays, ne savent pas, n'ont aucune lecture des événements, ne savent pas où ils vont. Et ils sont face à une crise multiple. Et ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont aucun moyen, ni politique, ni financier, pour pouvoir y faire face. Pourquoi? Parce qu'ils sont incompétents ou parce qu'ils n'ont pas ces habituels moyens qui leur permettaient de gérer la rente? D'une part, ils n'ont pas les moyens. D'autre part, il y a une incompétence à analyser la situation. Ils n'arrivent pas à aller... Pourtant, ils ont de bons analystes, il faut le dire. Ils ont de bons analystes habituellement. Oui. Est-ce que ces bons analystes ont été éjectés? Peut-être. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune lecture sérieuse de la situation. Quand on a parlé du dernier édito de la revue Gish, c'est vraiment le brouillard. C'est le brouillard. On sent même la panique. Oui, il y a une panique, mais ce sont les pensifs du passé. Absolument. Ce sont les pensifs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune nouveauté, il n'y a aucune idée. Et je crois que ce qu'on appelle, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, la classe politique d'une façon générale, qui n'y comprend strictement rien. Pourquoi? Ils sont en fin de ressources, c'est la pagaille dans leur sein. C'est à la fois la pagaille, mais simplement la parole. La parole, ils n'ont plus cette parole que le peuple vient de prendre. Le peuple a repris la parole, ça veut dire qu'il a pris la part du pouvoir qui lui revient depuis le 22 février 2019. Ils n'ont plus la possibilité d'analyser pour s'exprimer, pour parler. Pourtant, en matière de subversion, de contre-révolution, ils continuent d'être aussi actifs et ils vont même très loin. Ils font courir au pays des risques majeurs de division, en agitant les épouvantails de la peur, en reconvoquant le terrorisme, en menaçant d'une guerre avec le voisin de l'Ouest. La subversion, là, elle est en essayant de dissuader pour le prochain 22 des régions entières de participer au Hirak pour surtout isoler le centre et la Kabylie et montrer un peu que ce n'est pas le Hirak de tout le monde, mais le Hirak d'une région. À votre avis, pourquoi la subversion est restée aussi efficace au moment où tout le reste du régime est en train de partir en vrille? En fait, si Jamal, c'est que on peut dire simplement que les généraux, l'état-major, avec tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a produit post-révolution, on est en cours d'une révolution, mais post-élection, voilà, tout ce qu'on a vu le 12-12, là, il se trouve en fait dans un truc, ce qu'on appelle déjà vu. C'est des choses qu'on a déjà vues en Algérie. Donc, ils ont tout fait pour éviter cette situation et se retrouvent dans la même situation qu'avant. Un président impotent, un président malade, un président qui a passé 3 mois à l'extérieur, un président qui remet tout en cause, en fait, parce que l'armée en Algérie, on le sait très bien, qu'elle a toujours envie de se cacher derrière une vitrine politique. Même s'il est, le peuple peut dire que voilà, c'est un président qui gouverne. Elle a envie de faire passer ce message. Là, elle ne peut même pas le passer, le message. Pourquoi? Tebboune, il est malade. Elle ne s'attendait pas certainement. Donc, on est encore retombé sur le même problème qui a provoqué le Hirak. Donc, tout ce que le peuple
a détesté, n'a pas aimé, il a été touché dans sa dignité. Le fait d'avoir un président malade, un président qui ne gouverne pas, on ne sait plus qui gouverne l'Algérie, on s'est retrouvé dans la même chose. Sauf que Tebboune n'a pas de frère. Donc tout le monde sait maintenant que c'est l'armée qui gouverne. Et ça dérange beaucoup l'état-major. Et aussi, ils ont perdu tout ce qu'on appelle effet surprise. Donc tout ce qu'ils font maintenant, tout ce que tu as dit, Jamel, le terrorisme par-ci, la diversion, le fatwa d'un ministre qui te dit qu'il ne faut pas sortir au Hirak. On a déjà vu Zaouia qui est sorti dire que Bouteflika était l'envoyé du ciel, ou je ne sais pas ce qu'il disait. Donc tout ça, on l'a vu. Le peuple est devenu, à un certain moment, pas tolérant du tout. Et on ne peut pas encore lui passer, excusez-moi le terme, ce genre de pilule, ça ne passe pas. Et donc c'est ce qui explique que ce qu'on a, cette junte militaire qu'on a en face, elle est vraiment en difficulté. D'autant plus que le peuple maintenant ne veut plus parler de Tebboune. Regardez, Tebboune est rentré hier, mais il a fait beaucoup de goût, on en parlera tout à l'heure, sur le protocole, beaucoup de choses qui ne vont pas, mais le peuple ne donne aucune importance. Il le dit aujourd'hui à Paris, dans d'autres villes, hier à Kharata, un petit peu partout, qu'il cible directement l'État militaire. Et ça dérange beaucoup. Ben justement, puisque vous parlez de Bouteflika saison 2, en fait sans Saïd et sans Gaïd, mais très vraisemblablement avec une armée qui ne se cache même pas derrière son paravent puisqu'elle prend la direction des affaires. Nous allons écouter M. Tebboune dans deux apparitions, l'une hier et l'autre il y a quelque temps, où le président, ministre de la Défense, chef des forces armées, écoutez comment il appelle le chef d'état-major. Écoutez bien. Mon général, ça va? Mon général, ça va? Alors il ne dit pas général. Normalement, un chef de l'État, il l'appelle général, il lui dit alors général. Ça va? Non, lui, il dit mon général. Et puis écoutez-le ce qu'il a dit avant de repartir en Allemagne sur la place de l'armée par rapport à l'État. Écoutez bien. في مساعدتهم صباح مساء وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش تحرير الدولة راها في مساعدتهم صباح مساء وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش تحرير. L'État est à sa tête l'ANP, digne héritière de l'ALN. Karim Tabou, alors cette situation, cette confusion, cette opacité autour de l'état de santé de Bouteflika, de Tebboune. Écoutez, moi je pense qu'il est en cohérence avec les objectifs du pouvoir. Certains avaient cru à un certain moment aux déclarations de certains responsables. Certains avaient cru que l'ancien chef d'état-major, il était là pour accompagner le Hirak. D'autres, ils sont rentrés dans les faux dialogues. Souvenons-nous des faux dialogues menés par le panel. Et puis, tout le processus qui avait commencé par le changement à la tête de l'Assemblée nationale, puis le changement à la tête du Conseil constitutionnel. Et puis certains partis politiques sont montés au créneau pour demander l'application de l'article 102. Et puis c'est le processus des élections. Par la suite, c'est la révision de la Constitution. Et maintenant, le pouvoir envisage de ravaler la façade, de montrer une nouvelle image. Mais c'est ce qu'on appelle le faire semblant de tout bouger pour que rien ne bouge. Tout ça est fait pour assurer la pérennité du système, le maintien du système. Et d'ailleurs, on a la démonstration à chaque fois que le président ne compte pas. Le président n'est là que pour assurer les fonctions légales. Mais les fonctions politiques, les prises de décision, les décisions stratégiques, je pense que même la nouvelle Constitution a fait un pas de trop dans justement cet exercice du pouvoir dans l'obscurité, quand on le dit précisément dans la nouvelle Constitution que telle institution est la garante des intérêts stratégiques,
C'est-à-dire que demain, L'article 30, alinéa 4. demain, il peut y avoir une élection présidentielle, il peut y avoir une élection quelconque, et le peuple peut décider de confier un mandat à qui il veut, et les gens peuvent justement annuler la décision du peuple parce qu'ils considèrent qu'elle est en contradiction avec les intérêts stratégiques. Et nous avons eu déjà par le passé des expériences comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement un intérêt à parler, à discuter de l'état de santé de Tebboune, etc. Mais il est plus important de parler déjà de comment s'exerce le pouvoir au niveau de la présidence. Tebboune n'étant pas élu démocratiquement par le peuple algérien, il n'a pas encore mérité le titre de président. Alors déjà, lui Karim Tabou, dans une déclaration filmée dont nous avons une copie, il dit « Je suis le président le mieux élu de l'histoire de la politique algérienne. » Et de deux, pour ce qui est de sa santé, pourquoi cette opacité? Pourquoi ne nous disent-ils pas ce qu'il a? Par exemple, qu'il a été amputé des orteils ou de la jambe. Pourquoi nous cache-t-on encore? Pourquoi encore ce scénario de Bouteflika se renouvelle-t-il encore une fois? Mais en tout cas, au-delà du nombre des orteils qu'on peut enlever à Tebboune, c'est l'état du pays qui inquiète, c'est les manœuvres du pouvoir qui continuent, c'est la recherche d'une clientèle new look pour donner l'impression, l'apparence d'un système qui a changé, d'un système qui a évolué. Et d'ailleurs, en termes de déclaration, quand je lis dans le journal Le Soir d'Algérie, un des ministres déclare que ceux qui poussent au retour des marches sont les résidus de l'ancien système. Et vous savez, c'est-à-dire au fait, quand de tels personnages n'ont jamais pensé de leur vie être ministre. Vous imaginez quelqu'un qui lui-même s'est dit à lui-même qu'impossible, je vais être quelque chose dans ce pays parce que je n'ai pas la compétence. Et puis du jour au lendemain, il se retrouve président de la République, il se retrouve ministre, il se retrouve tout ce que tu veux. Là, il va mettre toutes les ceintures possibles pour protéger justement ce confort, cet avantage. Et aujourd'hui, nous sommes dans ça. Et en fait, peu importe les personnes qui jouent des rôles à tous les niveaux, mais l'essentiel est que le système travaille pour garder le pouvoir, se maintenir. Et effectivement, c'est un des cas dans le monde qu'un peuple, pratiquement dans son écrasante majorité, est sorti dans la rue pendant une année et un pouvoir sourd, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Et restez avec nous, Karim Tabou, je reviens à vous dans un moment. Badreddine Guerfa, d'abord, merci d'être avec nous. Badreddine Guerfa, sur l'état général du pays, qu'on vient de le souligner, Karim Tabou, très inquiétant, mais dont le régime ne semble pas s'inquiéter du tout, alors qu'il est vraiment en fin de ressources. On ne nous dit même pas ce qui est envisagé pour essayer de mettre un frein à cette dégringolade absolument effarante, puisque des millions de gens sont en train, aujourd'hui, en ce moment même, en train de basculer dans la précarité. Badreddine Guerfa. Merci pour l'invitation, Jamaldine. Encore une fois, تحياتي لكل ضيوفك وتحية لكل أحبائنا في شمال إفريقيا. L'état du pays, je pense que هو آخر اهتمام هذا النظام. l'état du pays هو اهتمام المناضلين واهتمام الشعب الجزائري الذي خرج في 22 فبراير 2019 ليقول كلمته pour récupérer les espaces publics اللي كان منع منه لسنوات وسنوات وسنوات. اليوم جو بونس كو هذا النظام وسي ان تي بو تجاوزنا شويه الكلام باسكو هو لا نظام il est dans sa logique هو في المنطق تاعو il est dans le faux في كل شيء il est dans le faux
Ils se regardent dans un miroir et ils pensent que les Algériens sont dupes. Mais heureusement, dans tout ce cinéma, les Algériens savent où ils vont. Les Algériens savent, puisqu'on est en plein mois de février, الجزائريين عارفين بلي راهو بلادهم في خطر وخطر حقيقي. Et c'est pour ça que les Algériens ont décidé de renouveler العهد مع المساحات مع les espaces publics. C'est pour ça que les Algériens, comme ils ont décidé un beau jour qu'ils ont le Covid de ne plus sortir, aujourd'hui ils ont décidé de sortir le 22 février pour justement récupérer les espaces publics, pour remettre les débats entre les Algériens dans l'unité et au Silmiya, pour essayer, dans un temps que j'espère, mais qu'on se pour récupérer le Jazair. Parler de ce régime, qu'est-ce que j'ai à dire sur le régime? Ils n'ont plus rien à donner, même pour manipuler, ils n'arrivent plus à manipuler le chef jazairi. Ils n'ont plus d'argent. L'économie, s'il y a une économie, elle est tête. Tous les signaux, comme vous l'avez signalé, sont tout rouges. Sauf manipuler, ils sont toujours à la manœuvre. La preuve, c'est qu'ils sont en train de tout faire pour empêcher plusieurs régions d'Algérie de participer à l'appel au Hirak. Et ils sont en train de le faire d'une façon absolument incroyable, au point où ils font appel à des barons locaux qui sont à la tête de gros réseaux de contrebande, où ils font appel à des potentats locaux, ils font appel aux Zawiya pour s'occuper de leur population respective, et ils leur demandaient de ne pas sortir, de laisser seulement seuls la Kabylie et l'Algérois. Donc, pour ce qui est de la subversion et de la manipulation, ils sont toujours à l'avant-garde, j'allais dire. Mais si Zemeldine, اليوم الجزائريين حنا رانا نعيشوا. Je suis à Dréhan, donc j'ai eu l'occasion d'être à Constantine, à Galma, à Alger, un peu partout en Algérie. الذي أشعر به في وجداني depuis l'arrêt des manifestations اليوم كل جزائري يتكلم، حتى جزائريين موالين لهذا النظام، كل الناس تتكلم عن 22 فبراير. Nous sommes dans la même situation d'avant le 22 février 2019. شكون اللي مازال يمن في الجزائر بالإمام؟ شكون اللي مازال يمن بالزاوية؟ شكون اللي مازال يمن بلي بارون على فلان ولا نندي وجيل جديد وحمس اتسيتيرا 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 ولا بنقرينا عندكم؟ الجزائريين اليوم ils sont dans une autre dimension. راهم عايشين في les réseaux sociaux، راهم عايشين في اليوتيوب. Ils ont commencé en rêve, un rêve, et je pense, c'est ce que je ressens في الميدان, qui sont déterminés باش يحققوا هذا le rêve ويريكوبير بلادهم. دونك الزاوية تتكلم والإمام يتكلم، الناس ما عادش تصلي الجمعات بغض النظر عن المسألة الفقهية. الناس كومبيان دو بيرسون نتكلم معاه تقول لهم تصلي الجمعة، يقول لك أنا ما نصليش في كازيرنا. لي الجيريان عادوا يشوفوا المسجد كازيرنا، سكنة عسكرية. دونك خلي يتكلم الإمام، خلي يتكلم. الناس اليوم يمنوا بالمناضلين، يمنوا بالميليتون الحقيقيين، ما يمنوش بدي نون كوم سا، يمنوا بالمناضلين. الحمد لله depuis des années et des années nationales, ou depuis 22 février 2019, alhamdoulilah, dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque douar, dans chaque village, les gens honnêtes et les gens malhonnêtes. Et restez avec nous, Badr Dinguerfa, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Brahim, si vous souhaitiez commenter ce qui est en train de se dire. M. Badr Dinguerfa a dit que nous sommes dans la même situation qu'avant le 22 février. J'espère que non. Ouais. Nous avons fait quand même beaucoup de pas en avant. Absolument. Non, la situation n'est pas la même qu'avant. Et vous êtes aussi optimiste que lui quand il parle de l'inefficience de la subversion? Oui, absolument. Je vous l'ai répété 1000 fois. Oui. Oui, absolument. Là, je suis entièrement d'accord avec lui. Ça veut dire qu'ils n'auront pas d'effet, ces gens qui prennent en otage des populations entières? Non, je crois que pour sortir des faits, il faut voir ce qu'il y a derrière les faits. Oui. Les idées qui émergent des faits. C'est ça qui est important et essentiel. D'accord. Il me semble que, au moins depuis le 22 février, les Algériens sont sortis
de la sacralité de l'État. L'État n'est plus sacré pour eux. Enfin, le régime plutôt. Oui, mais non, même l'État tel qu'il est. Cet État. Oui. Cet État-là. Parce que les Algériens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent construire un autre État. Et d'autre part, comme disait quelqu'un dont j'ai oublié le nom, un auteur, il y a deux choses qui sont inutiles. La prostate et le président de la République. Même dans les systèmes vraiment démocratiques. Même dans les systèmes démocratiques, on le voit que ça fonctionne. C'est l'administration qui fait fonctionner les choses. Et on le voit à l'évidence aujourd'hui avec la crise. Tous ces soldats de l'ombre. Absolument. Et avec ces la rouages crise. secrets. Absolument. Absolument. Or, pour revenir à M. Tebboune. Oui. Alors lui. Vous vous souvenez que le président de la République ou le président de la 4e République, on disait qu'il inaugurait les chrysanthèmes. Or, le président algérien, je mets président entre guillemets, n'inaugure même pas les chrysanthèmes. En dépit du fait que la Constitution ou sa Constitution lui donne des prérogatives, des pouvoirs immenses. Oui. Alors que le chef de l'État algérien n'a pas même le pouvoir de la reine d'Angleterre. Quel pouvoir a-t-il? Et ces pouvoirs théoriques, les pouvoirs théoriques dont il dispose, ils sont, j'allais dire, pratiqués par qui? C'est l'état-major et les services. Depuis, je le dis, bon, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de ce qui s'est passé avant le 19 juin 65. C'est leur droit le plus absolu. Oui, bien sûr. Mais de façon directe, c'est l'armée qui gère le pays depuis le 19 juin 65. Mais là, ça devient quasiment visible. Et comme l'a signalé tout à l'heure Karim Tabou, ils sont même arrogés une disposition de la Constitution qui leur ouvre toute latitude pour se mêler de n'importe quoi et prendre des dispositions gravissimes. Mais les constitutions, ou certaines constitutions, comme chez nous, ne sont que des chiffons de papier. Absolument. Et d'ailleurs, qu'ils sont les premiers à violer. Ben oui, que des chiffons de papier. Donc, ce qui est important, me semble-t-il, c'est l'action, c'est cette révolution qui doit aller jusqu'à son but, qui doit atteindre sa destination. C'est vrai qu'il y a à l'intérieur aujourd'hui des gens qui tentent de perturber. Je ne veux même pas parler de contre-révolution. Parce qu'une contre-révolution produit des idées. C'est idée contre idée. Comment on pourrait l'appeler? La subversion? Pour moi, c'est oui, une réaction, si vous voulez. Bon, même si la contre-révolution, pour certains, c'est une mais qui a ramené les réactionnaires. Nous ne sommes pas dans une configuration, entre guillemets, idéologique aujourd'hui. Dans les oppositions entre le pouvoir en place et la population. Nous sommes dans une guerre, entre guillemets, de légitimité. Les Algériens veulent absolument asseoir leur État, leurs institutions, sur une légitimité, la légitimité qu'eux-mêmes confèrent. C'est ça la bataille. Qui leur a été squattée, en fait. Ben oui. Comment je veux dire accaparé par une coterie militaire. Et il veut récupérer sa souveraineté. Et Mohamed Ben Issa, comment expliquez-vous l'absence quasi totale des élites ou des pseudo-élites ou de celles qui se revendiquent comme telles? En fait, ça, c'est un vrai problème dans lequel on s'est retrouvé à partir du Hirak. En fait, le Hirak, c'est le peuple. C'est le peuple qui a exprimé une volonté claire de reprendre son destin en main. Donc, tout le monde l'a compris, de stopper, d'installer une rupture radicale avec l'ancien régime. On l'a compris, l'idée est claire. Après, comme tout le monde le sait, que le peuple ne peut pas concrétiser sa volonté directement. On est depuis longtemps, depuis plusieurs siècles, dans ce qu'on appelle une démocratie indirecte à travers des gens qui représentent cette volonté. Le système a tout fait pour bloquer ce processus. Normalement, on passe par des élections. Tout le monde sait que les élections en Algérie sont truquées, donc on ne peut pas utiliser ce moyen. Il y avait plusieurs tentatives, plusieurs feuilles de route, plusieurs façons d'aller ramener le système vers
un débat, un dialogue. Le système a campé parce qu'il sait très bien qu'il n'a rien à proposer. C'est son départ qui va dire, le premier palier de la discussion. Sauf que maintenant, on se retrouve qu'en dehors du système, cette élite politique, même en dehors en fait, de ces mécanismes, n'arrive pas à se retrouver. C'est vraiment, et on a l'occasion d'avoir 2 militants par téléphone qu'on les interpelle directement. Nous, on essaye avec ce qu'on peut ici dans la diaspora, mais on ne peut pas dépasser l'intérieur pour la simple raison, on est juste une annexe d'une révolution, d'un peuple, d'une cause qui se passe sur un territoire qui s'appelle l'Algérie. La diaspora, elle soutient, elle fait tout ce qu'elle peut, mais nous, on reste toujours, on questionne toujours l'élite politique algérienne. On peut prendre juste l'exemple de la Tunisie, une révolution qui a commencé il y a 10 ans en Tunisie. On a vu qu'à un certain moment, l'élite politique en Tunisie comme ailleurs, en Algérie, comme un petit peu partout dans le monde arabe, monde arabo-musulman, dans le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, est divisée sur plusieurs idéologies, plusieurs tendances. On a les nationalistes, on a les conservateurs, on a ce qu'on appelle soit les laïcistes, les sécularistes, ceux qui veulent un petit peu que la religion rentre dans un processus de sécularisation. Donc ces tendances existent au sein de la classe politique algérienne. Mais c'est la classe politique surtout issue du Hirak. Mais cette classe politique n'arrive pas encore à trouver des lieux d'échange pour discuter sur un SMIC, sur une vision. Parce qu'on se rencontrer déjà. Se rencontrer. En prenant l'exemple de la Tunisie, il y avait ce qu'on appelle la Ligue des droits de l'homme. Depuis les années 90, elle rassemblait tous les différents courants idéologiques. Il y avait aussi une autre structure, qui s'appelle le collectif du 18 octobre, qui s'est constitué après les grèves des prisonniers en 2005 en Tunisie, dans lequel les opposants politiques tunisiens de différents bords politiques ont appris à se connaître, à discuter, à exprimer leur désaccord et à se mettre d'accord sur un minimum. Parce qu'on ne pourra jamais, tout le monde le sait, ils vont nous confirmer à l'intérieur. Là, l'exemple très dangereux, on est à la veille de l'anniversaire du Hirak algérien. Tout le monde le sait qu'il y avait des tentatives de produire un texte commun entre les différentes figures du Hirak. Ben, on le dit, on est déçu que ce texte-là n'a pas été fait, n'a pas été adopté par toutes les figures. Moi, quand j'ai toutes les figures qu'on connaît, parce que quand on dit élite, il y en a certains qui disent il n'y a pas d'élite. On ne veut pas qu'on rentre dans un populisme. On parle d'élite, des leaders du Hirak. Ils sont connus. On les connaît, ceux qui prennent la parole, ceux qui mènent des actions, qui s'organisent, ces gens-là. Pourquoi ils n'arrivent pas à produire ce texte? Donc le système gagne sur ce volet-là. Il faut l'avouer, il faut voir nos défauts en face, que le système a réussi à faire ce clivage-là, comme ce qu'on a vu en Tunisie aussi, que l'ancien régime tunisien qui s'est rallié à la gauche tunisienne pour contrer, soi-disant, les islamistes. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ça en Algérie, que le système, avec toutes ses tentacules, est en train de s'allier avec une frange de l'opposition algérienne pour, soi-disant, chercher un ennemi de l'intérieur qui est, soi-disant, soit les islamistes du fils, soit les islamistes de Rachad, soit je ne sais pas. Donc ça, c'est des vraies questions qu'on doit les poser, nous, à la date du 2e anniversaire du Hirak. Je pense qu'il faut parler du système, il faut le viser, il faut viser le cœur du système qui est l'état-major, mais aussi viser la question de l'élite politique algérienne qui n'arrive pas encore à dépasser un certain blocage. Karim Tabou, justement, au sujet du Hirak, vous qui êtes à l'intérieur, vous qui étiez une figure très visible et même à l'avant-garde du Hirak, pourquoi le Hirak, ou du moins les élites, ou ceux qui se disent faire partie de ces élites, n'arrivent-ils pas, comme vient de le dire Mohamed Ben Issa, à s'organiser, à se structurer, à dégager un consensus, une feuille de route? Non, le Hirak, il a un consensus qui a été construit dans la rue. Le Hirak n'a pas besoin de gens qui vont lui dicter une ligne. Et le Hirak, c'est le peuple. Le Hirak, c'est tout. Karim Tabou, il y a un problème téléphone. On vous reprend dans une minute. Je vous laisse entre les mains de la régie. Badreddine Gerfa. Badreddine Gerfa. Oui, je suis avec vous. Je vous repose la même question que pour Karim Tabou. Pourquoi le Hirak, les élites, les figures les plus connues, ceux qui sont à l'avant-garde des manifestations, pourquoi n'arrivent-ils pas
à se mettre d'accord, à dessiner quelque chose? D'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une petite remarque. Oui. Notre ami Baini aussi, je crois qu'il ne m'a pas compris quand j'ai dit qu'on est. Ce que je ressens هو نفس الشعور قبل 22 فبراير 2019. c'est ce que je ressens عند الشعب الرغبه القويه للخروج في 22 فبراير. اما ce qu'il a mal compris, je ne parle pas des acquis. Nous avons de grands acquis, bien sûr, depuis 22 février 2019. منها وحدة الشعب الجزائري, السلمية ووضوح الهدف, la radicalité de la révolution pour arriver à un changement جذري حقيقي. هذه يعني une petite ملاحظة خفيفة يعني اسمح لي Oui, je vous en prie. Quant au consensus, comme il a essayé de le dire avant d'être ma connaissance de Karim, au sein du peuple, au sein du Hirak, au sein d'Asaoula, il y a véritablement un consensus. Mais il faut avoir le courage de dire, qui me goûte Ben Aïssa, qu'au sein des élites du Hirak, je parle, parce qu'il y a les fausses élites, les Maroufines Mizman, depuis des décennies, qui ne produisent absolument rien. Et pourtant, la révolution a atteint le forçat, parce qu'on est à la hauteur de cette révolution, elle est asaf, makanouch, fi mustawaha. Donc, il faut le dire clairement, au final, il y a eu beaucoup de tentatives. Il y a eu beaucoup de tentatives ici et là, soit au niveau national, soit au niveau local. Ça n'arrive pas. Ce sont des débats, ce sont des tentatives, mais ce que j'ai ressenti, moi, c'est des gadets, des débats, les gens يبحثوا على الشرعية. C'est comme أصحاب الحارة كما يبحثوا على الشرعية على مستوى الدولة يبحثوا كذلك على الشرعية على مستوى اللوكال. Je crois que les Algériens au niveau du Harak, au niveau تاع الثورة ماهوش راغبين تجيهم حوايج من فوق يجتمعوا ناس je ne sais pas Alger ou à Paris ou là où تجيهم des trucs. Les gens essayent de je ne dirais pas de se structurer, mais d'avoir Mais le problème, Badr Dinguerfa, excusez-moi de vous interrompre, le problème c'est que pendant que la subversion ou la contre-révolution fait rage, qu'eux ils sont vraiment très efficaces, qu'ils parviennent à semer la discorde au sein des Algériens, du côté Irak, au lieu d'essayer d'aller les uns vers les autres et de former consensus, c'est l'inverse qui se produit. Il y a des disputes intestines, des tiraillements, des accusations de part et d'autre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est très contre-productif? Ça, c'est vraiment contre-productif. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains jeunes. Justement, Nizam, il se zizi, يجمع في رجال من هنا وهناك, mais il a profité de la réussite à les manifestations يعني في الطرق وبدا يديستيلي في الخماجات تاعو على الحراكيين. C'est vrai, sur les réseaux Facebook, dans beaucoup de villes, عاد الناس تتراشق. Généralement, ce sont des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Et je profite de cette occasion أنا يعني أغتنم هذه الفرصة باش نوجه نداء الشباب والشابات الجزائريين والجزائريات باش يتفطنوا لهاد لا مانيبيولاسيون. باسكو اليوم انا نقول لهم كل الناس اللي تعرفوهم كما نقولوا احنا بالعاميه نقول لهم خدامه يخدموا كالكو بار في النظام كي سون دون لو حراك, vous les connaissez, c'est pas la peine d'en faire une affaire على الفيسبوك. مازالت الثوره تمشي, مازال الثوره على لو طون باش تقف على رجليها على سوقها باش يومها الشعب عارف الناس في الحراك الحقيقيين. دونك il faut pas travailler au profit تاع النظام au profit de la contre-révolution. لازم الناس تبقى متوحده. Je crois que le 22 février ça va être une occasion en or باش نتوحدوا sur le terrain. Et je crois aussi qu'il faut être quand même courageux. Il faut être courageux. Il y a des tendances politiques dans في الحراك. كلنا لازم نروحوا لبعضنا البعض كما الشعب قال نعيشوا مع بعض. هذا الحراكين خلينا من البرامج والافكار الايديولوجيه, خلينا نكونوا جزائريين, خلينا نكونوا حابين وطننا, خلينا نكونوا ثوريين, خلينا نكونوا سامبل دون نوز ايدي.
كما كان الحراك سامبل ونكونوا avec des idées simples, le changement et que ce système dégage d'une façon ou d'une autre. Je crois que c'est la meilleure solution باش يجي l'enthousiasme et pour ouvrir الباب باذن الله نقاشات سيريوز وما نتكلموش على لي بروجي. Et restez avec nous, Badreddine Guerfa. Je reviens à Karim Tabou. Karim Tabou, je crois que le problème a été réglé. Je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. Non, je disais d'abord que le Hirak, malgré toutes les manœuvres, malgré toutes les manipulations, il est resté cohérent, il est resté pacifique, il est resté déterminé. Et les deux éléments fondateurs du Hirak étant le caractère pacifique de son action et le caractère unitaire, l'unité nationale étant un pilier essentiel qui faisait fonctionner le Hirak. C'est vrai que le pouvoir a utilisé tous les procédés possibles en essayant de circonscrire le Hirak dans une région, en essayant de trouver des relais à tous les niveaux pour fomenter des débats qui, en tout cas, se voulaient des débats pour détourner l'opinion publique sur l'essentiel. Et je pense que sur ça, les jeunes, ils sont très conscients. Et la preuve est que, souvenons-nous des opérations menées. Tantôt, on a attrapé des gens qui allaient faire des explosions. Tantôt, on avait trouvé des gens qui avaient sur eux des plans de main étrangère. Et puis, par la suite, l'histoire du drapeau. Mais tout ça a été déjoué par une intelligence, par une détermination du peuple qui a su surmonter tous ces problèmes-là. En termes d'idées centrales, je pense que le Hirak, et je comprends les inquiétudes, je comprends l'intérêt que portent certains à ce débat, mais dans les conditions actuelles, la question ne se pose pas en termes de représentation du Hirak, en termes d'animateur du Hirak. C'est tout l'État algérien qui ne trouve pas de représentant. C'est le pouvoir qui ne trouve pas de représentants. C'est le système lui-même qui est en panne de vision, en panne de programme, en panne de démarche. Par contre, le Hirak, il a posé des choses toutes simples. L'impératif d'un État de droit, par les voies démocratiques, et consacrer la justice indépendante. Tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, les marges qui relèvent des idées partisanes, même sur cette question-là, le Hirak a tranché. Nous avons des différences, mais nous sommes unis pour le changement. Et ceux qui continuent d'agiter par-ci, par-là, et notamment, et je le dis, notamment à Paris, ces débats qui en tout cas, dans beaucoup de cas, ces débats qui sont fomentés pour essayer de diviser le Hirak, parfois ils n'ont absolument aucun impact sur le Hirak lui-même, puisque les gens, ils ont conscience de leurs convictions, ils ont conscience de leurs différences, et ils ont passé un pacte de confiance qui fait que la priorité du peuple algérien étant de réaliser le changement. Tout le monde sait aujourd'hui, je pense, les opinions les plus réfractaires et les plus conservatrices sur un certain nombre de questions. Aujourd'hui, il le déclare très clairement que la démocratie basée sur des garanties qui soient données à tout le monde à travers la consécration pleine et entière dans le respect absolu du suffrage universel. Et à ce moment-là, on ne va pas changer de peuple. Karim Tabou, il y a Mohamed Ben Issa qui souhaite vous poser une question ou faire un commentaire et je vous rends la parole. Oui. Mohamed Ben Issa. Oui, c'est Karim. Je salue ton courage et ton engagement. Juste par rapport à ça, c'est une question qui nous préoccupe profondément à l'intérieur du Hirak. Je comprends ce que tu dis. On le comprend très bien, en fait, ce que tu dis, que le fait que le Hirak a tranché. Mais ce que tu dis est beau, mais en fait, il est noté et inscrit nulle part. On voit plusieurs tendances qui sont présentes dans le Hirak, mais à aucun moment, ces gens-là n'ont pu écrire, accoucher
mettre noir sur blanc cette vision dans laquelle on voit des figures comme toi, comme d'autres du Hirak, signer sur ce document et que nous tous on dit nous on veut ça, on veut telle vision. Donc je te donne l'exemple d'un texte récemment, il y a quelques semaines, qui devait être adopté à la veille du 2e anniversaire du Hirak. Il n'a pas pu être adopté, c'est Karim, à cause de cette divergence. Et les divergences, tu les connais très bien. Si l'autre il est là, moi je ne peux pas être là. Si lui il signe, moi je ne peux pas signer. Je suis désolé de te dire ça parce que je pense qu'on n'a pas l'occasion de t'avoir tout le temps. Et je voudrais te la poser directement. Karim. Oui, on est d'accord, mais c'est ça aussi le Hirak. En fait, le Hirak, il a pu ramasser toutes les équations dans une équation unitaire. Il est clair que les islamistes, ils ont leur propre équation, les démocrates, ils ont leur propre équation, et chacun a son équation. Le Hirak, le génie de ce peuple, est d'avoir créé un espace qui a permis de rassembler toutes les équations dans une équation unitaire. Et il est vrai également que le pouvoir qui pousse à chaque fois vers les impasses, le pouvoir qui bloque la vie politique, le pouvoir qui a une approche strictement sécuritaire, manipulatrice, basée sur des manœuvres. Et vous savez, pour se sortir, pour s'extraire de 60 années de pensée politique fondée sur le principe d'infiltration, il est clair qu'une partie de la classe politique a hérité des défauts du pouvoir. Et dans des réunions, on a toujours les mêmes travers. Mais tout ça, de mon point de vue, si nous sommes d'accord sur les fondamentaux, si nous sommes d'accord sur l'essentiel, la mise en œuvre deviendra une chose technique et on peut ne pas être d'accord sur certains mots. Il est clair que le pouvoir a focalisé et sur un fond de propagande déformatrice de, par exemple, l'histoire de la transition. Souvenons-nous, le chef d'état-major a fait un discours en disant que ceux qui demandent la transition veulent créer un vide constitutionnel et ça peut ouvrir la porte à tout, et sur fond de propagande qui fait peur aux gens. Et il y a cette confusion dans la tête des gens, c'est que beaucoup d'Algériens, on ne leur a pas appris à considérer que l'État, ce sont des normes, ce sont des règles du jeu, ce sont des institutions, ce sont des lois. Certains pensent que l'État, c'est l'armée, et que dès lors que tu portes des critiques sur la position d'un chef militaire, c'est comme si tu portes atteinte à l'État. Il a fallu donc tout un travail, il a fallu tout un débat pour que les gens s'extraient justement de ces travers, Et à mon avis, s'il y a encore des gens qui trouvent de l'intérêt à se réunir, même quand ils ne sont pas d'accord, c'est ça la vivacité, c'est ça ce qui est essentiel. C'est que l'Algérien recèle un potentiel de débat, de refus, de rejet, de contradiction. Pour moi, c'est une richesse qu'il va falloir. Et je reviens à vous, Karim Tabou, dans un moment pour vous demander de nous dire ce que vous entendez, vous, personnellement, de la transition. Qu'est-ce que c'est que transition pour vous? Brahim Younsi, avant de vous poser une question en particulier, nous allons regarder les Kharrata aujourd'hui, samedi 13 février, puis directement après la marche de Paris d'aujourd'hui, samedi 13 février. La marche de Paris, je crois que vous y étiez, Mohamed Ben Aïssa. Je vous poserai une question sur la marche de Paris tout à l'heure. J'y étais aussi. Ah, vous y étiez aussi. Très, très bien. Donc, vous allez nous en parler. Ben Aïssa. Alors, Paris, aujourd'hui. Pouvoir assassin. Pouvoir complice. Complice.
Complice. Brahim Younsi, d'abord un mot sur la marche de Paris. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu autant de monde Voilà, j'allais vous demander. que d'habitude. Bon, il y avait quand même des gens sous le froid ou dans le froid qui ont quand même marché. C'est pas la même mobilisation que d'habitude. Est-ce qu'il moins peut, que- c'est moins pour, que- je crois parce que que les c'est- gens je crois attendent que le c'est 21. C'est fort possible. J'espère que le 21, il y aura encore 10 fois, 15 fois, 20 fois, 200 fois plus de monde. Mais peut-être que le froid y est pas Alors quelque moi, je mets chose. ça en 2 mots avant de rendre la parole à Brahim Younsi sur la marche d'aujourd'hui. C'est une marche réussie, en fait. Il y avait du monde, il n'y avait pas énormément de monde. Il y a le froid, il y a aussi la pandémie. Il y a aussi des choses internes au Hirak qu'on avait parlé tout à l'heure, que maintenant, il y a des initiatives. Est-ce que les divergences qui étaient nées dans le Hirak parisien, qui avaient été animées par des cercles et d'autres, est-ce qu'elles sont en train de se dissiper maintenant? Ils sont en train de se dissiper, mais en fait, ça paraît, ça revient. Par exemple, là aujourd'hui, il y avait un autre rassemblement, même 2 autres rassemblements à Paris, aussi pour des causes qui sont liées au Hirak. C'est de la division, ça. Donc ça, c'est un genre de oui, voilà, il y en a qui jouent sur la diversité, mais alors nous, on considère ça que c'est une division. Le Hirak, il vit un deuxième temps important, Oui. où il faut se dire la vérité, se dire les choses en face pour évoluer. Alors, Brahim Younsi, beaucoup de gens nous écrivent, d'ailleurs même vous, je crois que c'est le cas, ou pour nous reprocher dans nos émissions de faire des constats, des diagnostics, des critiques du système, mais que les gens ont besoin maintenant que nos invités, nos observateurs, nos analystes, les personnalités politiques qui participent avec nous, essayent de dessiner des perspectives, de faire des propositions concrètes. Et je crois que ces gens qui nous font ces reproches ont tout à fait raison. C'est ce dont nous sommes en train de parler. C'est que ceux qui sont visibles, mais hélas, la visibilité ne confère pas la légitimité. Oui. Ce n'est pas parce qu'on est visible qu'on est légitime. C'est que ces figures de cette révolution, et il y en a de toutes les tendances et de toutes les obédiences. Et il est normal qu'il y ait cette pluralité d'idées, cette pluralité politique, cette pluralité idéologique, etc. Comme disait Clémenceau, la révolution est un bloc dont on ne se distrait de rien. Ça veut dire que... Il faut la prendre en tant que tout. Oui, absolument. Absolument. Oui. C'est un tout, et malgré les divisions qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, aussi bien dans le pouvoir que dans la révolution du 22 février, me semble-t-il, c'est la raison pour laquelle toutes les idées, toutes les sorties de cette crise et comment envisage-t-on la transition sont mis en échec. Sont mis en échec d'une certaine manière. C'est qu'une porte doit être fermée ou ouverte. Or, aujourd'hui, il n'y a ni fermeture ni ouverture. Aussi bien chez le pouvoir, ou au pouvoir, ou dans le pouvoir, que dans la révolution, dans la rue. La porte... Mais Brahim Younsi, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour poser une question toute simple. Beaucoup de gens sont un peu dans la détresse. Ils veulent apporter, ils veulent monter au créneau. Mais comme il n'y a pas de direction unique, comme il n'y a pas d'organisation, de structure, d'organique, les gens aimeraient bien savoir ce qu'il faut faire pour aller tous ensemble dans la même direction. C'est là où, la dernière fois, ici, on a parlé de faillite des partis politiques. Et cette question-là, effectivement, montre la faillite. Parce que ça, c'est le travail des partis politiques. Oui, mais tout le monde sait qu'on ne peut plus compter sur les partis politiques. Oui, justement. C'est-à-dire qu'il faut organiser ces visibilités-là. Ces visibilités-là doivent absolument se retrouver et créer ce bloc qu'est la révolution. Vous appelez les partis politiques à rentrer dans la danse et à...
Non, c'est pas ce Non. que je dis. D'accord. C'est aussi leur responsabilité. Mais certains ont évacué le champ de bataille. Oui. Et aujourd'hui... Et d'autres sont en train d'aller vers le régime, de négocier les futurs quotas de législatives. Absolument. Donc vous avez aussi ce que moi j'appelle les maréchaux de la division. C'est que ce sont ces maréchaux de la division qui sont aussi visibles aujourd'hui. Ils n'avaient pas cette visibilité avant la pandémie. Et ils ont pris la place... Ils ont profité de l'aubaine, quoi. Bien sûr. Pour faire des paix séparées. Absolument. Dans un certain sens. Donc voilà, ce sont ces maréchaux de la division qui interviennent aussi bien sur la place parisienne et ailleurs, et en Algérie. Mais ils ont beaucoup plus de difficultés en Algérie, il faut le dire. Oui, oui, oui. Ils ont beaucoup plus de difficultés en Algérie. Ça ne prend pas comme ça a pris sur la place de Paris. Voilà, la mayonnaise ne prend pas. Oui, oui. Parce qu'en Algérie, cette révolution est un bloc. Oui. Et bien que le pouvoir ait essayé de diviser, d'éclater le mouvement, de séparer les wilayas les unes des autres, etc., marginaliser les wilayas les plus dynamiques et les plus actifs, mais il n'y arrive pas. Et faire émerger les mouvances politiques, alors que le Hirak n'a jamais revendiqué ces mouvances politiques respectives. Non, à travers les partis, les mouvances politiques, on les voit. Mais ce qui est important, et c'est là une des solutions, et c'est le début, le premier pas, comme dirait un poète chinois ou un philosophe chinois, c'est toujours le premier pas qui compte. Et le premier pas, c'est cette altérité, accepter l'altérité. Accepter l'autre. Oui, absolument. C'est accepter l'altérité. L'altérité politique, l'altérité idéologique. À partir du moment où on s'accepte, où la révolution fait bloc, comme le disait Clémenceau, à ce moment-là, la solution interviendra. La transition... Puisqu'on marche ensemble. Absolument. Donc, la transition interviendra parce que les gens auront les idées beaucoup plus claires et partagées les uns et les autres pour aller vers la solution, et cela a été dit depuis fort longtemps, c'est aller, la transitologie nous a montré le chemin qu'il faut prendre pour arriver jusqu'à la constituante. Les Algériens veulent aller à une constituante. C'est comme ça que vous voyez la transition. Mais bien sûr. Pourquoi ? Parce que la Constitution... Non, je vais revenir à vous sur la Constitution. Oui. Allez-y, finissez votre phrase. N'a pas fondé un nouveau pouvoir et le pouvoir n'a pas fondé un nouveau droit. Et je reviendrai à vous sur cette question pour le prochain tour de micro. Mohamed Ben Issa, donc les Algériens attendent de beaucoup de gens comme vous, des acteurs politiques, des intervenants dans les émissions, qu'ils leur parlent vrai, qu'ils leur disent... voilà, nous devrions aller dans tel sens, pas dans un autre, nous devrions... Ça veut dire des propositions, en fait. Pas des appels, mais des propositions. Ils ont raison, en fait. Ils ont tout à fait raison. Ceux qui nous critiquent là-dessus, ou ceux qui critiquent le Hirak en général, c'est ce que j'ai essayé de dire à Sikarim Tabou en Algérie, c'est légitime. Pourquoi, après 2 ans, on ne peut pas encore dire, parler, commenter que les sorties du régime? Parce qu'en fait, on s'induit nous-mêmes dans l'erreur de vivre à travers les erreurs et la narration du régime, alors que nous devons inventer notre propre histoire qui a commencé avec le Hirak. Donc en parlant tu as parlé de cette élite, d'une représentation, ça fait un débat depuis le début du Hirak. Mais l'élite, la représentation n'est pas nécessairement ce que les gens attendent. Ils attendent juste de voir l'incarnation de cette idée révolutionnaire du Hirak. Il faut qu'elle soit incarnée à travers un texte, à travers des figures. On ne peut pas rester dans le vide. Oui, on sait ce qu'il veut le Hirak, mais on ne sait pas qui va nous amener dans ça. Après, par rapport aux feuilles de route, c'est facile. Moi, je pense que le grand blocage dans lequel on vit, indépendamment de ce qu'on disait sur l'élite du Hirak, c'est le régime qui bloque toute initiative. Le régime, quand il instaure le délit d'opinion... Mais c'est normal, il ne va pas vous laisser faire. Oui, mais il amène tout le pays dans le... oui, mais il s'en fiche, lui. Oui, voilà, mais après, en fait, quand on est dans le même bateau, quand ça coule, on va couler tous. Absolument. Il ne faut pas être aussi bête que ça, on a vu ce qui se passe autour de nous. Les solutions, il y a du plus simple au plus compliqué. En fait... l'Assemblée constituante, on pouvait imaginer qu'une future assemblée populaire peut avoir des délégations, pas des délégations, mais des prérogatives d'amender la Constitution. On pouvait avoir ça, on pouvait envisager des élections transparentes. Il
Mais nous, on a le comment envisager des élections moi, transparentes dans un système qui est pourri jusqu'à l'os? Justement. Et que c'est sur lui que ça va se faire, puisqu'il est encore sur la place. Donc ce n'est pas possible. En fait, rien ne doit se faire sans mobilisation populaire. Donc la mobilisation populaire, c'est elle qui donne le tempo, c'est elle qui tient la barre. Donc on ne peut pas dire que parce qu'il y en a qui te disent oui, on veut une feuille de route politique au détriment de la mobilisation. Non, 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 l'un ne va pas sans l'autre. Au niveau de la vision politique, c'est clair, le détenteur du pouvoir, c'est l'armée. L'armée doit s'asseoir avec l'élite politique algérienne. Il doit accepter de s'asseoir. Vous le dites clairement, je le dis, c'est l'armée qui doit s'asseoir. Je le dis clairement que l'armée doit s'asseoir dans... On ne dit pas le régime ou l'État. Non, je dis l'armée, l'état-major. L'état-major, le jeu, toute la finesse de l'armée algérienne, c'est elle se cache derrière ce soi-disant rôle constitutionnel de l'armée. On le sait, c'est eux qui ont ramené les présidents, c'est eux qui ont allé chercher Boudiaf, c'est eux qui ont ramené Bouteflika, c'est eux qui ont nommé Zerouel, c'est eux qui ont nommé Chedli, après ils ont enlevé Chedli. Tout le monde le sait, l'Algérien bébé jusqu'à l'étranger ou la main étrangère qui nous sort tout le temps. Donc ça, on le sait. Et je ne pense pas qu'on peut faire une transition, de mon avis, sans que cette institution qui détient tout en Algérie s'assoie avec une élite politique de tous bords pour discuter du calendrier de la sortie de la crise. Et ça doit passer par des élections naturellement. Il faut que les élections doivent être organisées par vraiment une organisation autonome. On ne peut pas donner l'organisation, le moyen d'accéder au pouvoir à un ancien du régime qui a fait que tricher depuis 60 ans. Donc les choses sont simples. Hein. Alors, Badreddine Guerfa, même question sur cette interpellation de nos concitoyens sur le fait qu'il ne suffit pas de faire des constats, un état des lieux, mais qu'il faut aller au-delà et regarder un peu vers l'avenir et dire, proposer ce que vous pensez. Je crois qu'il ne faut pas sortir, comme on dit, de sortir pour comprendre ce que, كما يقول سي كريم, les fondamentaux اللي حكم الحراك. Je suis tout à fait d'accord avec Sidi Ben Aïssa. Il faut des écrits. Comment? اليوم, qu'est-ce qui empêche les élites du Harak, toutes tendances confondues, les qui sont استقلالية القرار, qui ne sont pas quelque part branchés dans les sphères du pouvoir, ou ناس معروفين على كل حال. Qu'est-ce qui les empêche d'écrire noir sur blanc واش قال الحراك مدنية ماشي عسكرية, donc état civil. Qu'est-ce qui empêche toutes ces élites باش يقولوا نحبوا نديروا ان ايتا دو سيتويانتي الجزائريين؟ قال لك حنا نسون دي سيتويان قبايلي عربي خاوه. كيف باش لي الجيريان لي زيليت باش يتكلموا يمنوا نوار سو بلون تو الموند نمنوا بلا سوفرينتي بوبولار السياده الشعبيه. كيف باش لي الجيريان باش هاد لي زيليت باش يكتبوا نوار سو بلون كون 92 il y a eu un coup d'état. الجزائر في الحراك قالوا ما كانش ارهاب، الدوله هي الارهاب، نيس با؟ دونك en oubliant nos divergences idéologiques, نجموا نكتبوها هذه. Et les Algériens, les slogans تاعهم كان dans toutes les régions de l'Algérie. Qu'est-ce qui empêche donc les Algériens de parler, les élites, يكتبوا noir sur blanc, les droits de l'homme sont une chose sacrée. Qu'est-ce qui empêche les Algériens aussi d'écrire noir sur blanc parce que la démocratie, نقولوا la démocratie منهج سياسي معترف به بالجميع. Qu'est-ce qui empêche les Algériens aussi de dire one man, one voice? ما كاينش discrimination وما كاينش les quotas pour les femmes ou pour les hommes. قال un homme une voix ولا une femme une voix. هاد كل c'est des choses simples. قالوا من الحراك. Donc je suis tout à fait d'accord avec Sidi Ben Aïssa. Je m'incline أنا ذاتي ونقولوا مازلنا للأسف. On fait des efforts, il y a des débats, comme le dit سي كريم, il y a des débats au sein du حراك, mais مازلنا ما وصلناش لهذا المستوى تاع الحراك تاع الشعب تاع الثورة السلمية باش نكتبوا هذا الشيء ان ايتا دو دروا لي شوز اللي قلناهم الكل. جو كروا سي اون اريفي ا ايكرير هذا الشيء sans arrière-pensée idéologique, sans arrière-pensée partisane. يومها je crois qu'on aura peut-être, je ne dirais pas une direction, mais une coordination qui permettra aux idées d'être claires et le qararat d'être clair. Ou je pense,
C'est lui qui a fait la révolution, c'est à nous d'être à la hauteur d'un chef et non pas chef du coup à la hauteur des élites. Restez avec nous, Karim Tabou, donc pour cette question de la transition. C'est quoi pour vous la transition? En fait, nous sommes en train de dire la même chose différemment. Monsieur Ben Issa, que je le salue, on est d'accord sur l'essentiel. Mais franchise pour franchise, une grande partie de la polémique qui a, entre parenthèses, qui a été amplifiée dans les réseaux justement par ces mercenaires du pouvoir, c'est des débats qui se déroulent beaucoup plus à Paris qu'ils aient lieu à Alger. Même si la diaspora algérienne est à saluer, est à féliciter pour le travail extraordinaire qu'il a fait, que ce soit à Paris ou à Montréal ou dans beaucoup de pays, c'est grâce à ces Algériens de la diaspora que la voix a été entendue parce que le pouvoir, la dictature a tout fait pour construire des murs, pour essayer de ne pas, tout simplement, de rendre invisible cette révolution. Mais en même temps, nous devons comprendre que la dictature, sa fonction consiste à rendre illisibles les gens. Et aujourd'hui, quand j'entends des amis dire qu'il faut qu'on fasse ensemble, on le fait ensemble. Et quand on va nous mettre à nous chercher les uns les autres dans le détail, c'est qu'on ouvre la porte aux manœuvres du pouvoir. On peut défendre nos idées dans un ensemble qui est le Hirak. Parce que les priorités d'aujourd'hui, ce n'est pas la rédaction d'une plateforme, même si on va nous entendre dans tous les mots de la plateforme. On a eu déjà par le passé ce débat. Vous savez, vous allez engager, et je rappelle les amis, que pendant les 10 premiers vendredis, il y avait une campagne immense sur les réseaux qui disait que le Hirak est représenté par Rahabi, par Ben Betour, par Ahmed Talib Ibrahimi, Zerwel, Mesdour, Bakhlili, Farhat Aitali. C'était les figures qu'on voyait inonder le Facebook par une armée du pouvoir qui voulait à tout faire casser le Hirak en faisant croire que c'est Mesdour, que c'est Ahmed Talib Ibrahimi, que c'est Zerwal. Et puis les gens, ils sont rentrés dans des représentations basées sur l'appartenance à la région, basées sur l'appartenance à la tribu. Et puis vous allez écrire tous les textes que vous voulez. Le pouvoir va venir nous chercher dans nos mots et il va faire exploser toutes les initiatives. Et c'est pour cette raison, je pense que nous avons besoin de rétablir nos priorités. La priorité serait de dire que nous sommes tous d'accord pour nous mobiliser, pour créer une nouvelle donne sur le terrain, un rapport de force qui soit favorable à la population et imposer un processus politique. Une fois nous avons réussi à passer cette étape-là, nous allons engager certainement un débat de fond. Et ce débat de fond, il passe par un mécanisme démocratique qui va garantir l'expression populaire, la volonté du peuple, son respect, le respect de toutes les opinions, et que la démocratie est fondée sur des mécanismes qui devront s'opposer et qui doivent être imposés à tous. C'est tout. Je pense que l'Algérien a passé le cap des goulots idéologiques, même si on n'est pas d'accord les uns les autres. On n'est pas d'accord parfois avec les amis les plus proches, et on peut ne pas être d'accord avec les... Mais tout ça, je pense que les Algériens ont bien compris que le pouvoir vient nous chercher dans nos animosités, nous chercher dans nos différences, nous chercher par toutes les manœuvres possibles pour remonter nos archaïsmes qui sont enracinés dans la société. 60 années de gestion de violence, 60 années de régionalisme, 60 années de pensée politique fondée sur la violence, sur l'accusation des uns et des autres. On en a fait dans nos débats un immense tribunal où les uns jugent les autres. Et je pense que pour se sortir de ces pièges,
pour déminer le terrain, nous avons besoin de reprendre l'essentiel. Et restez avec qui nous, unit. Karim Ce Tabou, qui je unit reviens. aujourd'hui le peuple algérien. Je reviens à vous pour un dernier tour de micro. Brahim Younsi, dernier tour de micro. Vous allez avoir chacun 3 minutes. Je vous demande de rester un peu dans le temps. Je vous en prie. Après, ce qui vient d'être dit à propos de certaines personnalités qui avaient toute la visibilité, c'est ce que je dis à l'instant, Oui. à savoir que la visibilité ne confère pas la légitimité. Exact. C'était valable hier, ça l'est aujourd'hui aussi. Ça l'est aujourd'hui aussi. Pour moi, en tout cas, la question fondamentale qui se pose, et le mot de rapport de force a été prononcé également, comment faire un rapport de force, obtenir un rapport de force, comment avoir la force de son côté, comment? Et puis, comment ramener le pouvoir à la table de négociation? C'est ça qui est fondamental et essentiel. De quelle manière ramener le pouvoir à une table de négociation? Et selon vous? Pour le moment, on a parlé de rapport de force, mais il faut définir le rapport de force. De quelle manière? Oui. De quelle manière? Et de quelle manière? Je vous pose la question. Oui, c'est difficile. Ah, d'accord. Les petits remèdes, parce que si je préconise certaines choses, beaucoup vont sauter au plafond. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que parce que la révolution n'a pas de projet commun, à l'exception de celui de faire tomber le régime, mais comment le faire tomber? Ou est-ce qu'il faut négocier avec lui une période de transition ou qu'il chute, tombe? C'est ce que dit qu'il parte en douce, quoi. Mais le Hirak ne dit pas cela. Oui. Le Hirak dit ce nidam. Mais qui dit transition dit un laps de temps plus ou moins long. Oui, où mais l'ancien part et le nouveau arrive. Mais pour le moment, on a vu des révolutions. Ben Ali, vous avez parlé de la Tunisie, il a pris un avion, il est parti. Oui. On l'a vu en Iran. La transition s'est faite après lui, après son départ. Après son départ. Mais comment faire tomber un régime ou comment négocier avec ce régime pour qu'il s'en aille et laisser la place à une représentation qui, elle, doit absolument être légitime. Parce que si nous sortons un tant soit peu de la légitimité, nous reprenons le même chemin. Il faut absolument que tout soit légitime pour arriver, in fine, à la constituante. C'est impératif d'avoir... Pour vous, l'objectif, c'est la constituante. Mais cette constituante est réclamée depuis 1962, il faut le dire. Oui. Elle a eu lieu mal. Oui. Quand je dis mal, c'est parce que tout simplement certains ont jugé, mais là c'est un autre débat, que la Constitution a été votée par les cadres du parti dans une salle de cinéma, etc. Et puis il est resté un mot célèbre de Abbas, mais la Constitution. Mais il faut absolument qu'il y ait une nouvelle constituante, parce qu'une constituante doit fonder un nouveau pouvoir qui, lui, doit fonder un nouveau droit. Mohamed Ben Issa, 3 minutes. Moi, je dis que les choses sont claires, c'est juste il manque au niveau du Hirak plus de maturité politique, au niveau de l'élite du Hirak. Et le grand blocage, comme je disais tout à l'heure, c'est au niveau de cette armée, de notre armée, de cette poignée de généraux qui mènent le pays vers l'abîme. Je suis convaincu que le chemin a commencé, une révolution a commencé, le changement a commencé en Algérie, il est inéluctable, c'est une question de temps. Donc la preuve, on a commenté il y a quelques jours leurs médias de l'armée, qu'on voyait très bien cette peur, jusqu'à un point où ils appelaient, on n'a jamais vu ça, l'armée qui appelle les partis politiques de combler un certain vide. Donc ils savent très bien qu'ils n'ont plus d'arguments, ils sont à court d'arguments, d'imagination. Donc je pense que, je ne sais pas ce qui va avoir un bon sens, un déclic, je ne sais pas comment ce déclic peut y arriver, mais je pense que le peuple ne doit pas lâcher. Le peuple aussi, il nous dit, on le voit tous les jours, on en parle tous les jours, il nous dit que ça fait 2 ans, maintenant bientôt 3 ans que ça dure. Le peuple algérien a des préoccupations, a une vie. Celui qui veut acheter une maison, celui qui veut changer de boulot, il y a des préoccupations de tous les jours. Celui qui a des enfants, est-ce que cette mobilisation peut s'inscrire Celui qui n'arrive même pas à nourrir ses enfants. À nourrir ses enfants.
celui qui souffre de plusieurs choses, dont la maladie, qui n'arrive pas à se soigner. Donc est-ce que le peuple algérien va encore résister encore 2, 3, 4, 5, voire 10 ans dans la rue en attendant cet enclenchement? Je pense que ça va être difficile. C'est pour ça que c'est la question qui se pose au niveau de l'élite du Hirak. Vu ce blocage qui existe au niveau de l'institution militaire, quitte à aller la provoquer. Il y a mille et une. Il faut, je pense, faire des assises du Hirak pour dire comment on peut aller provoquer, comment aller chercher ce déclic et ne pas attendre, commenter l'arrivée de Tebboune ou commenter le Majallat al-Jaysh à chaque fois avec, on le sait, on a déjà parlé de cet article, l'article 30, la lignée 4, qui était vraiment une chose inimaginable. Au moment où le peuple sort pour dire stop à l'armée, il ne sort cet article-là. Donc l'armée ne veut pas lâcher. Je pense qu'il faut les viser tous les jours dans les marches. Ça ne veut pas dire qu'on déteste notre armée, ça ne veut pas dire qu'on est anti-armée, je ne sais pas ce qu'ils peuvent dire. Non, on veut une armée forte, mais en dehors de la politique. Il faut accentuer ça, le dire tout le temps, clairement. Et il faut aller chercher une solution politique. Il y en a plusieurs. Les élections, ça peut être une solution, mais qui va organiser les élections? Ça peut être un consensus entre l'élite politique que la commission, je ne sais pas, indépendante qui organise les élections doit être gérée par une personnalité neutre en Algérie pour ouvrir le voie à ce déblocage que le Hirak reprend la main sur les institutions de l'État, mais à travers des élections transparentes et avec peut-être soit une assemblée constituante, un parlement avec un mandat constituant où il peut changer la constitution, modifier surtout les articles problématiques, ou une assemblée constituante. Alors, Brahim Younsi, 30 secondes. 30 secondes. Oui. Ce qui me semble très important, c'est que, est-ce qu'il existe au sein de l'armée, et elles doivent exister ces forces, est-ce qu'il existe des forces de la conciliation et de la cohésion au sein de l'armée? Pas au sein de la junte. Non, au sein de l'armée. Au sein de l'armée. Au niveau des officiers. La question est posée. Les forces de conciliation et de la cohésion devraient, je dis bien, devraient exister. Alors, Badreddine Guerfa, 3 minutes, s'il vous plaît, le mot de la fin. Le mot de la fin, je crois, tout le monde doit s'investir dans cette révolution. J'interpelle, je suis dit cette occasion pour interpeller les syndicats qui se disent autonomes. Je crois que les syndicats ont un grand rôle à jouer parce qu'une révolution, c'est un tout. C'est des manifestations, c'est des grèves, c'est des c'est plein de choses. Donc, au lieu d'aller chercher avec tous nos efforts, etc., il y a des organisations qui sont là, qui sont prêtes. Elles doivent s'investir, faire de la révolution, avec leur méthode, avec leurs militants, mais le but تاع الحراك هو التغيير الجذري. هذا يعني مهم جدا جدا جدا. Bien entendu, je ne peux pas imaginer un nouvel État sans une nouvelle constitution. Et je ne peux pas imaginer une nouvelle constitution sans des députés dans un climat de liberté. C'est une phase de transition, des députés élus par le peuple pour écrire une constitution. Comme l'a dit Sylvain, soit une constituante ou un parlement, عنده صلاحيات باش يكتب constitution, mais le départ, le train doit démarrer de la constitution في juin تاع حرية. Donc c'est ça le plus important. Bien entendu, لازم aussi هذا الجو نكونوا ننساو هذا نعاودها ونكررها ننساو nos divergences politiques parce que ça sert absolument à rien. الشعب الجزائري ما طرحش القضيه تاع الاختلافات الايديولوجيه، ما طرحش قضيه الدين في الديبا، ما طرحش هذه القضيه. الشعب الجزائري طرح قضيه واحده، c'est le changement radical, c'est l'état de droit. هذا ما نقول. Merci beaucoup, Brahim Younsi. Karim Tabou, le mot de la fin en 3 minutes, s'il vous plaît. Karim Tabou, c'est à vous. Karim Tabou. Allô. Vous avez le mot de la fin en 3 minutes, s'il vous plaît. Enfin, d'abord, je remercie que c'était un bon débat. Merci. Merci à vous.
Moi, je continue de considérer qu'en termes de priorité, il va falloir nous engager, nous réengager tous dans cette direction pour créer ce rapport de force, pour obliger le pouvoir à ne plus manœuvrer, à ne plus ignorer la voix du peuple. Et si nous arrivons à nous imposer, vous savez, la révolution, la révolte du 22 février, elle a apporté beaucoup de changements. Et le pouvoir a pris le temps pour manœuvrer. Et voilà, il a eu la chance de la pandémie. Il a essayé de remettre sur place un maillage policier de contrôle et de surveillance de la population. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire que l'élite, les militants, la population, tout le peuple se réengage de nouveau pour arracher ce droit qui est tout simplement le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Quant au mécanisme de transition, vous savez, ça peut passer par un contrat politique, ça peut passer par une conférence de transition, ça peut passer par une élection qui soit organisée par des instances neutres et qui respectent les normes du suffrage universel. Je pense qu'au niveau des mécanismes, il n'y a pas de divergence de fond. Le plus important étant de nous réengager fortement ensemble pour redonner la parole au peuple. Et Karim quand Tabou. on fait confiance au peuple, nous pouvons créer le miracle. Karim Tabou, merci beaucoup. Brahim Younsi, merci beaucoup. Mohamed Ben Issa, merci beaucoup. Badreddin Gerfa, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Khawala khair, bislama, libérer les détenus.